d'enzymes. Et en passant, on enregistre la rencontre, donc j'espère que ça convient à tout le monde. Donc, on voudrait garder une trace de ce webinaire-là donc dans nos archives, autant au Québec qu'au Cénet. Donc, c'est pour ça que vous avez entendu qu'on enregistre la rencontre. Donc, je disais, je suis très heureux d'être là. Je trouve ça très intéressant qu'on puisse avoir une formation spécialisée sur la fermentation. Je crois que le Cénet est vraiment très, très bien placé au Québec pour nous donner ce genre de formation-là. Donc, on est vraiment très heureux de ça. Euh, Mon mot d'ouverture va s'arrêter là. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas Berroir qui va vous présenter un peu le déroulement de la session. Le Québec, on va continuer de communiquer avec vous après la rencontre. Donc, s'il y a des questions durant la rencontre, vous pouvez les poser. Si on doit, nous, le Cénet, vous faire, vous transmettre des informations à la suite du webinaire, donc peut-être des informations qu'on n'a pas sur le moment par rapport à vos questions. Donc, ça va être nous au Cénet, au Québec qui allons vous transférer, qui allons gérer toute la liste de diffusion et vous envoyer les réponses. Et n'hésitez pas si vous avez des questions aussi plus tard de nous les poser ou de les poser directement aux gens du Cénet. Donc, sans plus tarder, je vous remercie beaucoup de votre présence. C'est vraiment très, très bien. On a une vingtaine de participants déjà. Donc, c'est vraiment très, très encourageant. Je te laisse la parole, Nicolas. Donc, tu peux procéder avec le webinaire. Merci beaucoup. Parfait. Ben, merci beaucoup, Jean-Philippe, et merci au Québec d'ailleurs de soutenir et de publiciser ce webinaire et cette future formation-là. Rapidement, là, pour le déroulement de la rencontre, de la présentation, moi, je vais présenter rapidement le Cénet de façon générale, mais le temps de parole va être principalement pour Louis et Denis, là, qui sont les experts au niveau de la fermentation, qui ont préparé un contenu semi-détaillé là, qui va vous donner une meilleure idée de en quoi va consister les formations. Et je vais les laisser se présenter eux-mêmes aussi, là, sont les mieux placés pour se présenter. Puis il y aura une période de questions, bien sûr, à la fin, où est-ce qu'on pourra vous donner les détails qui manqueront à ce moment-là. Donc, ben, c'est ça. Bienvenue à tous. Le CNET, c'est un centre collégial de transfert technologique, donc un CCTT. Je pense que j'ai pas besoin d'aller dans le détail de maintenant, les CCTT sont bien connus. Ce qu'on fait principalement, c'est de la recherche appliquée. Donc, si je prends l'exemple de la fermentation, ben, on va autant développer, optimiser des milieux de culture, des paramètres à petite échelle, mais aussi faire la mise à l'échelle pour le rendre, disons, transférable à l'industrie par la suite. Fait que c'est vraiment pour réduire le risque puis le temps de mise en marché des procédés. Le Cénet, on a environ 25 ans de recul au niveau de la fermentation. Tu sais, on a 30 ans d'existence, mais le domaine des bioprocédés industriels est arrivé à la fin des années 90. D'ailleurs, c'est Louis Tessier qui est à précurseur, si on peut dire, là, de l'arrivée de ce domaine d'expertise-là au Cénet. On a peut-être environ 250 projets de fait au niveau de la fermentation, principalement microbienne, tu sais, c'est bactéries, levure, moisissure, donc on ne touche pas à la culture cellulaire. Mais voilà, tu sais, on a vraiment touché à biodétergents, biopesticides, adjuvants de vaccins. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples différents là, qui vont autant du pharma jusqu'à l'alimentaire, en passant par l'environnemental. Donc, tu sais, c'est une technologie qui est transversale puis qui touche à beaucoup de domaines. Voilà, je pense que ça fait un petit peu le tour. Je vais laisser la parole maintenant là, à Louis pour introduire sa partie de présentation. Bon, oui, désolé, je cherchais mon petit piton. Alors, je m'excuse encore. Je demanderai aux gens de fermer leur micro parce qu'on entend un petit peu encore des voix offset. Donc, si ce n'est pas fait, juste coupez votre micro pour le temps de la présentation. On vous donnera l'autorisation de le réactiver lorsque vous aurez des questions. Donc, pour ceux qui viennent se connecter, désolé pour ma voix nasillarde. Comme j'expliquais tantôt, j'ai chopé un virus la semaine dernière. Je tente de me débarrasser. Alors, je vais avoir un petit peu la voix enrouée ce matin. Alors, je me présente, Louis Tessier. Je suis professeur au Cégep de Shawinigan en technique de laboratoire, volet biotechnologie. J'enseigne les bioprocédés industriels. Je vais me représenter de façon plus en détail tantôt. Puis, je suis chercheur associé au Cénet et je suis en compagnie de mon collègue Denis Groslo, qui est professeur émérite, professeur retraité depuis 2 ans de l'Université de Sherbrooke, qui est un des doyens, si on peut dire, dans le domaine des bioprocédés industriels au Québec. Alors, moi et Denis avons monté une formation théorique et une formation pratique ensemble depuis la dernière année. Et on voulait ainsi répondre à un besoin auprès des gens de l'industrie.
Et on avait souvent des demandes, mais on manquait de temps. Là, on a pris le temps, on s'est assis sérieusement, on a concocté quelque chose qui est bien, mais comme on en indiquera tantôt dans la présentation et surtout à la période de questions, on est ouvert aussi à d'autres types de formations éventuellement, à d'autres niveaux. Ça peut être en aval de procédés, là, le downstream, ou ça peut être au niveau de la mise à l'échelle, tout ça, mais on va vous en reparler. Fait qu'on vous a préparé chacun une petite présentation. Je vais laisser mon collègue Denis mon collègue Denis va se présenter pendant que je vais mettre une petite diapo, nous résumer un peu, ce ne sera pas long, les amis. Oups, attendez un petit peu, je suis encore un petit peu rouillé sur le partage. Il n'y a pas juste moi comme ça. Non, effectivement, ce ne sera pas long, ce ne sera pas long. 2 secondes, je vais me mettre comme ça. Oui, 2 secondes, je vais aller rechercher. Bon, j'ai toujours pas la diapo. Ben, Denis, je vais quand même te laisser te présenter. Puis, je vais aller chercher ta présentation. Bon, on est d'ailleurs dessus, je pense, la formation intensive. Donc, vas-y, je te laisse le crachoir. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. D'abord, je vous demande de prendre une grande respiration parce qu'il y a exactement 43 ans, je commençais ma carrière en fermentation microbienne. Donc, je suis certain qu'il y en a plusieurs parmi vous qui n'étaient même pas encore nés. Donc, j'ai 43 ans d'expérience. Donc, ça a commencé au CNRC à Ottawa, quand je suis arrivé au printemps 81. Mon patron d'alors, Dr. Stan Martin, ils m'ont fait 2 projets. Un projet sur les cellulases et un projet en fermentation microbienne. Comme j'avais fait mon doctorat sur les cellulases, je me suis dit, OK, je vais essayer le côté fermentation. Et je ne pensais pas que cette décision-là allait avoir autant d'impact pour le reste de ma carrière, parce que depuis ce temps-là, je travaille essentiellement uniquement du côté fermentation. Ensuite, j'ai passé 4 ans au CRIC à Sainte-Foy. Le CRIC, c'est le Centre de recherche industrielle du Québec, où j'ai aidé à mettre sur pied un groupe qui s'appelait Biotechnologie et Alimentation. Et là, je me suis initié à la digestion anaérobie. Et j'ai eu un beau projet de fermentation aussi, où, avec une levure osmophile, on convertissait les sucres en éthanol et en polyol. Par la suite, j'ai joint l'Institut de recherche en biotechnologie du CNRC à Montréal, où j'y ai passé 25 ans. Donc, j'ai joint ce qui s'appelait la section génie biochimique. Et mon patron d'alors m'a demandé de monter un groupe sur les produits microbiens. Donc, je suis parti de zéro. Je n'avais pas de labo, donc j'ai aménagé le labo. J'ai commencé à engager du personnel. Ensuite, on m'a greffé quelqu'un du côté récupération primaire et du côté enzymologie appliquée. Et tranquillement, j'ai monté un groupe de fermentation et de microbiologie. J'en ai profité pour monter une équipe du côté génie génétique. Donc, j'avais une petite équipe quand même assez bien intégrée. Et en 1997, on m'a demandé de prendre en charge l'usine pilote du côté fermentation microbienne de l'IRB. Donc, j'ai dirigé l'usine pilote pendant presque 15 ans. J'en ai profité pour aménager des labos de niveau de confinement 2. J'ai monté un labo et une équipe du côté purification, échelle pilote et échelle laboratoire. Et ensuite, j'ai aussi aménagé, j'ai fait en sorte qu'on pouvait se promener de fermentation selon les normes bonnes pratiques de laboratoire à des fermentations non bonnes pratiques de laboratoire. Donc, on se promenait entre les 2 standards. Et j'ai eu de très, très, très beaux projets. Donc, c'était vraiment une très belle période de ma vie. Et en 2012, j'ai obtenu une chaire de recherche du Canada senior. Donc, je me suis déplacé à l'Université de Sherbrooke, à la faculté de génie, où j'ai passé 9 ans. Donc, j'ai pris ma retraite officiellement à la fin de l'été 2021. Je reste comme professeur associé et je travaille à temps partiel comme consultant en biotech. Donc, globalement, quand je pense à tout ça, j'ai travaillé sur au moins 200 projets industriels dans ma vie pour environ 75 clients industriels. J'ai beaucoup appris. J'ai appris à la dure. Et, donc, mes clients, ça allait de start-up à des PME ou à de grosses compagnies internationales comme Merck, Sanofi Pasteur, Celtec en Angleterre, Asahi Glace au Japon, etc.
Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et finalement, bon, mon expertise, c'est un peu comme celle du CNET, c'est vraiment bactéries, levures et moisissures. Je n'ai jamais fait de microalgues ou de culture cellulaire. Et finalement, j'ai appris, j'ai presque tout vu, ou presque, j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles. Je sais maintenant comment une compagnie pense et comment la plupart des compagnies développent leurs procédés ou leurs produits. Et finalement, j'ai contribué à la création, directement ou indirectement, de 8 ou 9 compagnies biotech dans le monde. Donc, ça me résume. Donc, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Alors, Denis, si tu veux, on va commencer avec toi. On va continuer avec toi si tu veux présenter un petit peu le survol de la formation théorique. Ah, tu ne te Alors, présentes pas, Louis, toi? je vais le faire après avec la Ah, formation OK. pratique. Oui, OK, il n'y a c'est pas de bon. OK. problème. Fait que, Ouais, on va y aller comme ça. Fait que je te laisse encore le crachoir. Je vais m'occuper de changer les diapositives. parfait. Donc, même si cette section-ci s'appelle la partie théorique du cours, ce n'est pas un cours qui est vraiment très, très théorique. Finalement, c'est le. Quand on additionne mes années d'expérience à celles de mon collègue Louis Tessier, c'est au moins 60 ans d'expérience. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a distillé ensemble ce qu'on a appris pour vous le transmettre. Donc, c'est vraiment une forme d'héritage technico-scientifique. Donc, on l'a divisé en 14 modules qui représentent à peu près le spectre des activités qui sont requises quand on veut partir d'une idée et d'amener un procédé ou un produit euh, proche du marché. Donc, le module 1, c'est un module de définition et de survol du domaine. Donc, on vous présente les types de fermentation les plus courants. Et contrairement à des travaux qui sont faits dans un environnement universitaire, quand on travaille dans un contexte plus ou moins industriel, l'approche est complètement différente. On s'aperçoit que le contexte dans lequel on travaille influence beaucoup comment on va faire notre recherche, comment on va faire le développement du procédé ou du produit. Donc, on n'a pas à moins de travailler pour une très grosse compagnie avec des poches profondes, en pratique, on a beaucoup de contraintes. Donc, il faut s'occuper de propriété intellectuelle, il faut s'occuper de compétition, il faut s'occuper de nos patrons, des budgets disponibles et tout ça. Là. Donc, finalement, tout ça vient influencer comment on va penser le développement du procédé ou du produit et quel choix stratégique on va faire. C'est ce que j'appelle les réalités industrielles. Dans beaucoup de cas, par exemple, on va faire affaire à des patrons qui ne connaissent rien dans le domaine. Donc, il faut leur expliquer pourquoi on a décidé de faire telle et telle chose, pourquoi ça ne fonctionne pas la première fois, etc. Donc, mon message ici, c'est que le contexte dans lequel on travaille va influencer énormément votre prise de décision et l'évolution du projet. Le module 2, c'est comme ça porte uniquement sur la fermentation microbienne. On vous parle des micro-organismes. Donc, finalement, c'est possible que vous travailliez avec le vôtre ou les vôtres, mais souvent, vous héritez de micro-organismes venus d'ailleurs, donc de clients, de collaborateurs. Et nous, on a appris qu'il faut toujours se méfier. Donc, faire attention, faire un bon contrôle de qualité sur les souches avec lesquelles vous allez travailler. Il y a souvent des souches qui peuvent vous arriver mal identifiées ou même un peu contaminées. Donc, il faut se protéger de tout. On va vous montrer comment maintenir à long terme le micro-organisme d'intérêt, parce que votre micro-organisme, c'est vraiment votre vache à lait. Donc, s'il arrive un problème avec le micro-organisme, vous pourriez être in big trouble, comme on dit. Ensuite, on va vous expliquer des dangers de la dérive génétique naturelle ou de l'instabilité possible de micro-organismes qui ont été génétiquement modifiés. Il y a une petite partie aussi sur la relation du micro-organisme avec l'oxygène. Donc, il y a quatre grands groupes de micro-organismes. Donc, il faut s'occuper de l'oxygène. Donc, OK, Attends un petit module. peu, Denis, j'ai OK, un c'est petit bon. problème. Je vais juste. OK, c'est bon, on y va.
Module 3, on va focaliser sur les fermenteurs et les bioréacteurs. On va commencer par dire que finalement, on peut faire beaucoup de boulot avec les fioles, les flacons agités. Donc, je considère les flacons agités comme un type de fermenteur. Donc, il faut savoir comment bien les utiliser et quelles sont les limites des travaux effectués avec des flacons. Donc, plus vous allez progresser avec les flacons, moins cher ça va vous coûter plus tard si les résultats sont fiables. La prochaine étape, c'est utiliser des microbioréacteurs, donc qui sont devenus en vogue depuis 15-20 ans. Donc, ce sont des petits bioréacteurs qu'on peut utiliser en parallèle. Donc, ça vous permet en parallèle de tester plusieurs milieux de culture, plusieurs souches, plusieurs conditions de fermentation, etc. Ensuite, vous avez les fameux bioréacteurs de laboratoire. En anglais, on les appelle les bench scale fermenters. Ensuite, on passe aux bioréacteurs pilotes et industriels. Donc, on parle de géométrie, on parle des options qui peuvent être intégrées à ces fermenteurs-là ou pas. On va parler en quelques diapos sur l'option cleaning in place, donc qui permet de faciliter le nettoyage des fermenteurs et de l'importance du service après-vente, surtout au Canada. Le Canada n'est pas un gros marché. Donc, les fournisseurs de fermenteurs coupent les coins ronds et ils sont très bons pour vous vendre, mais ensuite, le service après-vente n'est pas toujours adéquat. Donc c'est un des critères à utiliser quand vient le temps de choisir son fermenteur. Le module 4, ça vous montre un peu tout le spectre comment je dirais, des bioréacteurs qu'on peut acheter ou qu'on peut aménager. Donc, vous avez le bioréacteur standard auquel on vient ajouter des périphériques de base. Aujourd'hui, les périphériques de base, ça va être un senseur à mousse, une sonde à pH, une sonde d'oxygène dissous, peut-être un appareil pour mesurer la densité optique, etc. Mais vous avez, quand vous montez l'échelle, vous avez d'autres options qui peuvent être considérées. Donc, vous avez des analyseurs de gaz, des analyseurs de CO2 et d'oxygène. Vous pouvez avoir intégré un spectromètre de masse, etc., ou des sondes de fluorescence ou d'autres senseurs. Donc, dépendamment de vos besoins, dépendamment de votre budget, vous pouvez utiliser soit un bioréacteur de base ou un bioréacteur très sophistiqué. Donc, c'est à vous de choisir. Module 5. Module 5 focalise sur les opérations de base en fermentation. Donc, comment préparer un inoculum et les types de milieux de culture qui sont envisageables. Donc, vous avez les milieux de culture très, très riches et complexes, des milieux définis et des milieux minéraux qui les contiennent. Donc, plus vous avez un contrôle sur la composition de votre milieu, plus vous êtes en business. Donc, si vous utilisez des milieux de culture avec des ingrédients non définis, exemple, extrait de levure, peptone, tryptone, vous n'avez pas un contrôle total sur la qualité de ce milieu de culture-là. Ensuite, on va vous montrer comment stériliser les milieux de culture, comment on démarre une fermentation et comment on échantillonne. L'échantillonnage est un art. Donc, des fois, il faut savoir quand échantillonner et aussi prendre trop d'échantillons, ce n'est pas nécessairement bon non plus. Donc, il faut bien doser. Et comment on va faire le monitorage des paramètres de fermentation, lesquels sont critiques et lesquels sont plus ou moins secondaires. Le module 6, c'est la mesure de la biomasse. Donc, vous avez tous vu une courbe de croissance, mais des fois, ce n'est pas toujours selon le livre. Donc, on va vous expliquer la différence entre le métabolisme primaire et le métabolisme secondaire. Donc, en général, c'est beaucoup plus difficile d'optimiser un procédé de fermentation où le produit est un métabolite secondaire parce que sa production, elle est plus ou moins capricieuse. Donc, c'est plus difficile d'obtenir un contrôle total sur la production d'un métabolite secondaire. On va vous dire aussi quand il faudrait récolter. Donc, il y a des critères qu'il faut considérer pour décider du moment de la récolte. Et ce qui est très important aussi, c'est que les différentes approches qu'on utilise pour mesurer la biomasse.
Si on veut faire des calculs sérieux de rendement, il faut que nos mesures de biomasse soient très bonnes et fiables. Sinon, les chiffres qu'on va obtenir sont douteux. Donc, si on suit la biomasse uniquement pour avoir une idée générale du profil de la production, du procédé, c'est correct de ne pas être très, très, très rigoureux. Mais si on veut des calculs de rentabilité, des calculs de rendement sérieux, il faut vraiment s'occuper de bien mesurer la biomasse. Module 7. Maintenant, les gens qui ont fait beaucoup de fermentation dans leur vie, ils savent que quand on démarre un fermenteur, n'importe quoi peut arriver. Donc, c'est beaucoup de temps pour préparer un fermenteur, pour préparer l'inoculum. Mais après ça, on démarre la fermentation, on se ferme les yeux, on espère que tout va aller bien. Donc, ça peut aller d'une panne de courant à des défaillances de sonde ou de pompe. La mousse, la production excessive de mousse peut causer beaucoup de problèmes à partir de ce qu'on appelle en anglais le wall growth, donc la génération d'un anneau de biomasse sur la paroi interne du fermenteur. Et quand ça devient trop important, ça veut dire que toutes nos données, par exemple, sur la biomasse, deviennent fausses et même le métabolisme peut changer parce qu'on a trop de cellules qui ne sont pas dans la phase aqueuse, qui sont plus ou moins collées à la paroi interne du fermenteur. Donc, les dangers de surpressurisation et les fuites et déversements accidentels. Donc, il faut être prêt pour ça. Donc, on va vous en parler. Module 8, c'est les différents modes de fermentation. Donc, la plupart du temps, on commence par des fermentations en mode discontinu, ce qu'on appelle batch en anglais. Mais quand on a besoin de produire, de rentabiliser un procédé de fermentation, le mode discontinu est généralement pas suffisant. Donc, il faut y aller avec des approches en anglais qu'on appelait fed batch, donc le mode discontinu alimenté. Et on va vous présenter trois versions du mode discontinu alimenté. Donc, qu'est-ce que ça peut vous donner, un mode discontinu alimenté? C'est que si vous le faites correctement et que vous êtes un peu chanceux, vous pourriez multiplier vos rendements ou votre concentration de produits d'un facteur 5 à 20. Donc, pour quelques jours de plus de fermentation, avec le même fermenteur, à la fin, si tout va bien, vous avez entre 5 et 20 fois plus de produits. Donc, c'est un passage obligé. On va aussi vous parler de fermentation en 2 phases. OK, c'est bon. Maintenant, le module 9, c'est la mise à l'échelle des procédés de fermentation. Donc, ça, c'est donc, on va vous parler d'échelle pilote versus échelle industrielle. C'est vraiment un autre, comment on dit en anglais, c'est vraiment une autre game. Pour plusieurs raisons, c'est que généralement, vous allez travailler 1 ou 2 fermenteurs à la fois. Chaque fermentation vous demande pas mal de temps et peut être possiblement dispendieuse. Exemple, une fermentation à l'échelle de 1500 litres, qui est le moindrement sophistiqué, si vous donnez ça en sous-traitance à quelqu'un, ça peut vous coûter facilement, dépendamment du procédé, entre 10 000 et 50 000 $. Donc, vous voyez bien qu'il faut bien la préparer, puis il faut bien la penser. Ensuite, on va vous parler sur quels critères on prend les décisions quand on fait la mise à l'échelle. On va vous parler du contexte aussi, qui influence les décisions que vous allez prendre, comment on ajuste l'agitation, l'aération. On peut modifier le nombre de turbines. On peut accepter un certain niveau de pression, dépendamment du fermenteur qu'on utilise. On va vous parler des problèmes qui peuvent survenir quand on n'a pas un mélange idéal. Donc, on peut avoir des déficiences du côté oxygène, du côté contrôle de pH, du contrôle alimentation. Et quelques mots sur ce qu'on appelle l'approche mise à l'échelle inversée, qui en anglais, on appelle scale down. Ce n'est pas tout le monde qui croit à ça, mais on va vous en dire quelques mots. C'est bon. On a un petit module sur la récupération primaire. Donc, c'est une chose de produire, mais il faut aller chercher le produit. Donc, le produit peut être les cellules elles-mêmes ou ça peut être un produit qui est attaché à la surface des cellules ou à l'intérieur des cellules ou qui est dans le surnageant. Donc, on va vous parler
différence entre sédimentation, centrifugation, filtration primaire et les différents types de filtration membranaire. Et ce qui peut, donc, de microfiltration, ultrafiltration, le besoin de clarifier votre surnageant, nanofiltration et osmose inverse. Le module 11, il est particulièrement intéressant parce que Louis et moi, ensemble, on a fait une liste d'incidents ou d'accidents ou de choses qu'on a vues dans notre vie. Donc, on a choisi les meilleurs, puis on va vous présenter un certain nombre de cas vécus. Donc, ça peut aller des problèmes de contamination, des problèmes de pressurisation, des problèmes de communication entre les équipes, ensuite de surprises qui arrivent avec la biologie quand on passe d'une échelle, je ne sais pas, 1x à une échelle 10x, etc. Donc, on est toujours à la merci de surprises. La plupart du temps, elles ne sont pas agréables, mais j'en ai vu quelques-unes qui avaient été agréables. Donc, module 11, il vaut son pesant d'or. Module 12, le calcul des coûts de production. On va souvent vous demander, mais ça va coûter combien par gramme ou par kilo? Et moi, j'ai toujours résisté à fournir des chiffres précis parce que ça dépend tellement du contexte dans lequel on fait la fermentation et de l'endroit où on fait la fermentation. Mais on peut quand même établir des catégories de produits biotechnologiques. Dans certains cas, le coût de production n'est pas important. Dans d'autres cas, il est primordial. Donc, il faut savoir à quelle catégorie notre produit de fermentation appartient. On va vous parler comment on évalue la performance d'un bioprocédé. Ensuite, comment réduire les coûts de production. Donc, il y a quand même quelques écoles de pensée sur comment calculer un coût de production. On va vous présenter ça. Le module 13, ce sont les aspects sécuritaires et réglementaires. Donc, ça m'est arrivé, ça risque de vous arriver aussi. Vous pourriez travailler avec des micro-organismes de niveau de confinement 2. Ce n'est pas nécessairement beaucoup plus difficile. Ça ajoute 20 à 25 au coût, mais c'est facilement faisable. Ensuite, il faut tenir compte de l'environnement de travail dans lequel vous allez faire la fermentation. Et aussi, si vous êtes en train de développer un nouveau produit, ça va que ce soit Agriculture Canada ou Santé Canada, si c'est vraiment un nouveau produit, ça pourrait vous prendre du temps avant de le faire approuver. Donc, il faut s'occuper de préparer toute la paperasse pour faire approuver le nouveau produit. Ensuite, on va vous parler des normes de production en fonction de l'utilisation finale du produit, mais ça va être assez général. Mais au moins, on va vous dire à quoi vous attendre, dépendamment de l'objectif du produit à la fin. Et on va vous parler aussi du besoin d'avoir des procédés de fermentation qui sont robustes et reproductibles et la différence entre robustesse et reproductibilité. Et ensuite, finalement, quelles sont les bonnes pratiques qu'on devrait utiliser quand on travaille à très grande échelle en fermentation. Et finalement, le module 14, c'est un peu, on s'est limité au Québec, mais on va vous présenter l'écosystème de l'expertise. Donc, ce qui est disponible comme expertise au Québec et comme infrastructure. On va vous parler des sources de financement disponibles pour vous aider et quelques mots, quelques diapos sur la protection intellectuelle, la différence entre brevet, demande de brevet provisoire, où on garde tout comme secret industriel, donc le pour et le contre de chaque option. Donc, ça couvre à peu près tout pour l'instant. Louis, si tu as des choses à ajouter. C'était très complet, Denis, merveilleux. On va avoir une pause de questions. Je vais tout de suite me présenter, puis je vais vous présenter la formation pratique. Je vous rassure, ça va être un peu plus court. J'ai seulement que 3 diapos. Puis après ça, on pourra aller à une période de questions, puis on pourra vous donner aussi quelques détails là, sur la formation qui est à venir, puis sur vos besoins de formation. Donc, je vais repartager l'écran si vous voulez bien avec ma présentation à moi. Là, il faut juste que j'aille chercher la bonne. Voilà. Je vais mettre en mode diapo.
Donc, je vais assister Denis lors de la formation théorique parce que dans les modules, la majorité des modules, c'est Denis qui va vous aborder les éléments, mais moi, j'en ai quelques-uns aussi. Ouais. J'ai quelques éléments. On va donc faire comme un genre de team teaching. Puis pour la formation pratique, c'est moi qui va la superviser. Ça va avoir lieu dans les laboratoires du CENET, notre centre de transfert technologique au Cégep de Shawinigan. Donc, je me représente à nouveau, Louis Tessier, professeur-chercheur. Alors, j'enseigne depuis 24 ans les technologies des bioprocédés industriels. J'ai même écrit un livre qui est utilisé dans les cégeps et les universités, Technologie des bioprocédés industriels. On est à la 2e édition depuis 2018. Je me donne encore quelques années avant ma fameuse retraite pour peut-être travailler sur une 3e édition, donc qui regroupe à peu près tout ce que j'ai eu comme expérience dans la formation et aussi dans la recherche depuis 24 ans. Donc, comme vous pouvez voir mes cheveux blancs, je m'en vais rejoindre tranquillement Denis. Alors, ça vous témoigne de mon nombre d'années où je travaille sur cette problématique des technologies de fermentation. Alors, la formation pratique, sans plus tarder, ça aurait lieu pendant 3 jours à Shawinigan, comme je disais tantôt, dans les laboratoires du CENET. Ça serait pendant le mercredi, jeudi, vendredi, fort probablement, parce que je dois aussi composer avec mon horaire de prof et mon horaire de chercheur aussi au CENET. Soit dit en passant, c'est vrai, moi, en tant que chercheur CENET, depuis 24 ans, je travaille sur l'optimisation des milieux de culture. Je travaille avec des souches sauvages, des souches recombinantes. Je suis devenu pas mal un spécialiste en technologie des bioréacteurs, même si je ne suis pas un ingénieur, là, mais disons qu'avec tout le troubleshooting que j'ai vécu pendant ma carrière, je commence à développer une expertise intéressante. Je travaille aussi beaucoup en technologie de purification, donc le downstream, filtration membranaire. Je commence à prendre mes aises, centrifugation. Alors, je travaille aussi autant en amont qu'en aval du procédé. Donc, on veut vous faire éventuellement bénéficier de toutes ces expertises-là dans la formation pratique et on est amené une conclusion. La première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on vous fait travailler comme souche pour pratiquer le démarrage d'un bioprocédé à l'échelle laboratoire? On en est venu à la conclusion suite à beaucoup de demandes et à beaucoup de commentaires de personnes qu'on a consultées d'y aller avec une souche recombinante. Parce que de plus en plus, tout le monde, les compagnies, les spin-offs s'en vont de plus en plus avec des souches recombinantes. Elles sont surproductrices en général. C'est sûr que c'est tout un travail de moine d'en arriver à développer une souche stable génétiquement, mais une fois que c'est fait, les retombées peuvent être exponentielles. Alors, on va produire, nous, avec un Escherichia coli recombinant qu'on a développé au CENET, l'enzyme T7 polymérase. Pour ceux qui font de la biologie moléculaire et du génie génétique savent de quelle enzyme je parle, très impliqué dans la réplication de l'ADN. Ça vaut je pense que c'est 3 000 le milligramme chez Sigma Aldrich. Alors, on s'est dit, pourquoi pas y aller avec une enzyme d'intérêt, hautement d'intérêt. Alors, la première journée, là, on va vous accueillir au CENET le matin. Je vais vous faire une petite visite rapide des installations du CENET, mais on va tout de suite tomber dans le vif du sujet. On va préparer la préculture, le milieu de culture, donc et la préculture et le milieu de culture. On va donc faire l'autoclavage. On va vous mettre les mains à la pâte. Vous allez donc faire des pesées, des dilutions. On va stériliser tout ça. Et puis, pendant la journée, on va même, à partir d'une culture qu'on a repartie la veille, vous montrer comment faire un vrai bon, ce qu'on appelle en anglais un stock bank, une banque de souches Working moins Cell 80. Bank. Merci, Denis. Working Cell Bank. Donc, un peu comment on travaille pour faire un souche stock à moins 80 qu'on peut garder à très long terme. Puis, on va commencer à monter le réacteur. Un réacteur, ça, on va travailler en 2 litres. On va travailler en bench scale pour commencer. Et on va monter le réacteur durant la journée pour le préparer pour démarrer notre fermentation le lendemain matin. Donc, en fin de journée, on va inoculer notre E. coli. Et le lendemain matin, on va partir notre fermentation parce que les temps d'induction, vous allez voir, sont assez courts. Donc, ça sera le mercredi. Le jeudi, alors on termine le montage en arrivant le matin et on inocule le réacteur et là, on va commencer à faire le suivi. Donc, tout ce qu'on vous aura montré en théorie, on va l'appliquer, c'est-à-dire faire un suivi, le monitorage, prendre des échantillons au moment stratégique. Et ce, jusqu'à temps que dans l'après-midi ou en début d'après-midi, on va procéder à la phase d'induction de notre souche pour qu'elle produise notre enzyme. Et à partir de ce moment-là, on va collecter les échantillons, on va vous montrer comment on fait les méthodes standards de densité optique, les poids secs, comment préparer vos échantillons pour le HPLC, pour faire les analyses, par exemple, de sucre. Puis éventuellement, le lendemain, on fera aussi une lise cellulaire pour aller chercher notre enzyme puis voir par un gel SDS combien on en a produit.
On va vous montrer aussi les méthodes de base pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de contamination. Donc, comment on fait notre purity check en anglais, c'est-à-dire notre contrôle qualité. Oui, souvent, on va y aller sur gélose, mais on peut aussi faire des vérifications au microscope. Tout ça, on va vous montrer, nous, comment on procède au CNET. Puis, pendant les temps morts entre des échantillons, on a des réacteurs qu'on va préparer, puis on va leur mettre des problèmes courants en fermentation, communément appelés en anglais du troubleshoot. Alors, par exemple, un réacteur qui mousse trop, l'autre qui n'arrive pas à fournir suffisamment d'oxygène à une souche très respirante. On va donc avoir 3-4 réacteurs, puis là, on va vous demander de vous creuser les méninges pour essayer de trouver une solution pour régler ces problèmes de troubleshoot. Puis évidemment, on va vous aider dans ce sens-là, mais on a essayé de cibler les plus récurrents, les plus fréquents. Une fois que la phase d'induction sera terminée, on va récupérer partiellement notre milieu, on va démonter partiellement le réacteur, ce qui va nous amener après ça au vendredi. Donc, au vendredi, on va, le matin en arrivant, démonter le réacteur parce que c'est une chose de le monter, mais c'est aussi un art de bien le démonter puis s'assurer que les pièces, faire une vérification, n'ont pas été affectées. Et souvent, c'est négligé dans le milieu des fermentations. On va vous montrer comment redémonter correctement un bioréacteur et s'assurer que les pièces sont réutilisables correctement pour la prochaine fermentation, puis comment on range les pièces accessoires. On va procéder par la suite à la lise cellulaire de vos échantillons après le temps d'induction. Et là, on va faire un gel SDS pour aller voir justement la teneur de notre T7 polymérase. On va en profiter pour faire compléter nos poids secs, envoyer nos analyses d'HPLC pour les sucres et on pourra par la suite, dans l'après-midi, faire des calculs de rendement, vous montrer, là, ça va être quand même relativement basique. Puis, j'ai également d'autres réacteurs que j'ai préparés où moi et mon staff technique, on aura volontairement mis des bugs dessus. Puis là, on va vous dire, OK, si vous avez bien suivi pendant 2 jours, vous avez droit à vos notes, tout le kit. Maintenant, vous avez, mettons, 15 minutes pour nous trouver les différents bugs qu'on a mis sur les bioréacteurs. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre par des erreurs courantes. Pardon. Alors, ça, c'est une autre séquence de troubleshoot qu'on va faire durant la journée 3. Puis, on va terminer la journée en milieu d'après-midi. On ne terminera pas à 5 heures. Là. On va terminer un peu plus tôt. On va faire, si dans la mesure du possible, une démonstration sur les différences avec un réacteur pilote de 40 litres. Et en espérant que ça pourra peut-être vous titiller pour éventuellement un jour suivre une formation qu'on pourra monter l'année prochaine pour les bioréacteurs pilotes. Nous avons des réacteurs de 40, 150 puis 500 litres. Alors, éventuellement, on préparera une formation à cet égard-là. Voilà, donc ce qui résumerait à peu près les 3 jours de formation pratique. L'idée, c'est de vous montrer, peu importe le type de bioréacteur, les éléments de base qu'il faut maîtriser pour s'assurer du succès de votre fermentation à court, moyen et long terme. Voilà, donc j'arrête le partage. Ceci étant dit, avant quand je vous envoie en période de questions, parce que vous avez sûrement des questions, et nous, ce qu'on pensait offrir, ce serait premièrement une formation théorique obligatoire qui commencerait fin août, début septembre. On va vous envoyer les informations via le Cribic, là, maintenant que nous avons nos adresses courriel, on va tout vous envoyer ça. Puis tantôt, les 2 présentations que j'ai fait un document PDF, je vais vous le mettre dans le chat, vous allez pouvoir les télécharger. Donc, revoir le contenu très résumé des modules, mais aussi de la formation pratique. Et on va vous communiquer nos dates, mais ce serait probablement début septembre. Puis, on voudrait y aller par un bloc de 4 heures pour la théorie, parce qu'on s'est dit, on ne veut pas non plus que ça s'étire trop dans le temps, fait que ça ferait 6 semaines, ce qu'on trouvait raisonnable. Puis évidemment, on ne va pas rien que faire que de la théorie. On va jauger ça d'activités qu'on va rajouter entre les modules. On va rajouter des Mentimeter, des caoutes. On a essayé de rendre ça un petit peu ludique aussi un peu pour diversifier notre façon pédagogique de vous transmettre nos connaissances. Et éventuellement, donc, si on partirait ça fin août, début septembre, ça nous amènerait jusqu'à mi-octobre. Alors, 4 heures par semaine, par exemple, je ne sais pas, le vendredi matin. Et les formations pratiques débuteraient après ça. Donc, à partir de la mi-octobre jusqu'à mi-décembre, là, on pourra offrir sur des semaines des formations de 3 jours, du mercredi au vendredi. Ça, on n'a pas le choix. On ne pourra pas jouer beaucoup avec ça parce qu'en fonction de mon horaire de prof, on doit aussi gérer ça. Alors, ça serait du mercredi au vendredi. Les dates vont vous être également fournies et vous pourrez vous y inscrire. Là, tantôt, vous allez sûrement nous demander le prix. Je vais laisser Nicolas, mon collègue, vous en reparler. Mais essentiellement, on vous donnerait probablement jusqu'au 31 juillet là, pour faire l'inscription. Puis
pour les méthodes de paiement, tout ça, je vais laisser mon collègue Nicolas prendre le relais. Puis après ça, on va ouvrir la discussion. Si vous avez des questions sur les formations qu'on donne ou sur vos besoins de formation futures, et puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Nicolas? Oui, bien, parfait. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup, Denis. Donc, on ouvrirait maintenant là, la période de questions. Est-ce que vous avez des questions sur soit le contenu plus technique et scientifique, soit justement sur le contenu plus échéance, finance? Peut-être juste mentionner que lorsqu'on va vous envoyer les informations sur les dates, on va vous donner les prix. Là, ça devrait tourner, Nicolas, tu me corriges, mais la formation théorique, ça devrait tourner autour de 1500 $. Ouais, Euh, ben ouais, oui, je peux peut-être l'amener oui, déjà maintenant, là, mais la formation théorique, c'est ça, ça devrait être aux alentours entre 1500 et 2000, disons, pour la formation théorique. Formation pratique, tu sais, il y a une question aussi de nombre d'inscriptions. Il faut que vous sachiez que le Sénat, c'est un OBNL. Nous, on n'est pas là pour faire du profit. Donc, on travaille en méthode de recouvrement de coûts. Il y a quand même une formation qui a été montée là, dans l'année précédente. Donc, il a demandé un investissement. Puis, il y a aussi la dispense du cours. Vous avez accès à 2 experts sur une période de 24 heures pour la formation théorique et 3 jours en continu là, avec Louis pour la formation pratique. Donc, on essaie d'être le plus raisonnable possible dans ce qu'on va mettre comme tarification pour donner la chance au maximum de gens de pouvoir s'inscrire. Mais c'est ça. Le théorique devrait être entre 1500 et 2000. On vise 1500, mais j'aime mieux vous donner des chiffres plus conservateurs. Pour ce qui est de la formation pratique, probablement qu'on va tourner entre 1500 et 2500, aussi en fonction du nombre d'inscrits. Euh, tout ça va vous être précisé, puis la voie de communication va être le CRIBIC. Donc, nous, quand on va avoir statué sur tout ça en fonction des inscriptions, on va redonner au CRIBIC les informations, puis ils vont vous retransmettre tant au niveau de l'échéancier exact que des prix, que de la façon de fonctionner. Pour le mode de paiement, là, aussi, on pourra vous revenir, là, mais ça, c'est assez simple. Là, ça va être, on va vous transmettre une facture, puis ça va être payable net 30 jours là, avant le début de la formation. Donc, pas mal comme tous les types de formations qui sont offerts ailleurs dans le réseau, là. on planifie démarrer en début septembre, on se dit le 31 juillet, je pense que ça vous donne le temps de vous décider. On va vous envoyer les informations, là, évidemment, d'ici la fin juin. Mais vous allez avoir le temps au moins de vous faire une idée puis de vérifier vos disponibilités pour cet automne. Alors, on se dit, à partir de ce moment-là, vous avez un 30 jours ouvrable pour le paiement pour que les formations débutent à l'automne. Et la manière qu'on fonctionnerait, c'est qu'on va vous envoyer un lien qui sera récurrent pour chaque vendredi. Mettons que ce serait le vendredi matin. Auquel vous pourrez vous connecter. Puis après lorsqu'un module est complété, moi, je vais vous l'envoyer en format PDF, le module, pour que soit que je le mets dans le chat ou je vais vous l'envoyer par courriel. On verra la manière la plus sécuritaire de le faire. Et donc, à partir de ce moment-là, on pourra s'organiser. Je vois qu'il y a une première question qui est arrivée dans le chat. Alors, il y a M. Dufresne qui nous pose la question. Si l'on manque une partie de formation théorique par absence ou impossibilité d'y assister au moment donné, est-ce que la formation sera enregistrée et pourra être reprise ultérieurement? Euh, Effectivement, on pense, oui, on devrait enregistrer les formations. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore de support parce que c'est compliqué d'avoir un support où les tout remiser les enregistrements pour que vous puissiez avoir accès parce qu'il faut vérifier vos adresses IP et donc c'est une complexité qu'on commence à peine à essayer de maîtriser. Mais on va arriver avec quelque chose, oui, effectivement, pour permettre à ceux qui ne pourraient pas, mettons, pour un, un vendredi matin, par exemple, d'assister à une formation, d'être capable de moins avoir accès à la reprise vidéo. Mais là, on a un problème de comment le diffuser. On travaille là-dessus, mais on devrait essayer d'arriver avec une solution pour avant le début des formations. J'espère que ça répond à votre question, M. Dufresne, pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous attendiez à autre chose? Est-ce que vous voulez parler plus de vos besoins de formation? C'est sûr que nous, on s'entend que là, on a monté une formation de base, puis tout le monde a tous ses besoins très particuliers. On ne peut pas satisfaire tout le monde dans la même formation. C'est d'une complexité. Vous avez vu les bioprocédés, hein, déjà qu'on a 14 modules, mais effectivement, on pourrait éventuellement penser à travailler
pour l'année prochaine sur une formation aussi, une fois que vous aurez fait le upstream, de faire une formation downstream. Donc, théorique, pratique ou juste pratique, il faudra voir sur la purification, l'extraction, donc les filtrations membranaires, le spray drying, la lyophilisation, toutes ces technologies-là qui sont très à la mode. Aussi, la mise à l'échelle, je vous en parlais tantôt. Il y aura aussi possibilité, mais éventuellement, il faudra quand même qu'on ait montré la base pour les gens qui commencent dans le domaine. Ceux qui sont très expérimentés, évidemment, on pourra éventuellement penser à voir si vous voulez passer directement à la formation pratique parce que vous avez déjà beaucoup de connaissances. Si vous nous faites la démonstration qu'effectivement, ça fait plus de 10 ans que vous travaillez en fermentation, ben, si vous voulez venir faire la formation pratique malgré tout, on pourra s'arranger, là. Mais il faudra quand même qu'on communique ensemble éventuellement avant la formation. Puis peut-être ajouter, Louis, c'est que Oui, l'avantage de la formation théorique, comme on a dit, c'est pas une formation théorique fondamentale, c'est vraiment une non. formation théorique pratique. Fait que même si c'est de la théorie, ça demeure que c'est des cas vécus. C'est un résumé des connaissances là, des 30 dernières années ou des 35-40 dernières années de nos deux experts. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de connaissances aussi à venir chercher qui vont permettre d'avoir une meilleure formation pratique qui va suivre. Oui, Jean-Michel? Oui, bonjour, Jean-Michel Girard au CRBM à Rimouski. Allô, allô? C'est ça, je cherchais la main levée depuis tantôt, là, ça ne me tentait pas d'écrire dans le chat. Ben d'abord, félicitations pour l'initiative, là, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui était un besoin au Québec, là, puis d'avoir accès à l'expérience de Denis et de Louis, je pense que c'est vraiment une opportunité incroyable. J'ai deux petites questions, une très pratique, là. Au niveau des blocs de 4 heures, vous avez parlé de 24 heures, donc si je comprends bien, ça serait sur 6 semaines, il y aurait des blocs de 4 heures de formation théorique, donc ça pourrait être suivi à distance aussi, non? Ça Oui. serait à distance. On va le faire sur Zoom probablement. OK. Ouais. Super. Puis deuxième question, ben, tu l'as abordé un peu, Louis, mais quand vous avez monté la formation, à qui ça s'adresse cette formation-là, en fonction de ce que du contenu, puis aussi de la façon dont ça va être amené? Est-ce que vous avez pensé un peu le profil type là, des gens que ça vise? Effectivement, en fait, au départ, nous avons monté une version anglophone de la formation avec la compagnie, avec l'entreprise districtoire de Nursey Concordia, qui avait beaucoup qui ont un sci hub qu'on appelle en anglais, désolé-moi, je cherche le terme en français, un incubateur, et ils ont beaucoup de start-up, de compagnies. Donc, des gens qui travaillent, par exemple, avec des sucres recombinantes, mais qui sont encore à l'étape de l'Erlenmeyer, mais qui aimeraient ça en savoir un peu plus sur comment utiliser un bioréacteur. Ils ont accès à cette technologie-là, mais ils ne sont pas encore à l'aise. Fait que c'était au départ pour cette clientèle-là, mais là, on a voulu ratisser un peu plus large, de dire même les gens qui sont déjà en fermentation, mais qui sont encore à l'étape de pré-commercialisation ou début de commercialisation. On pensait dire, ben écoute, on a quand même certaines expériences sur des trucs qu'il faut éviter, tout dépendamment du contexte dans lequel vous évoluez. Puis on voulait un peu vous transmettre nos connaissances pratiques par rapport à ça. C'est sûr que pour les gens qui travaillent en fermentation depuis de nombreuses années, probablement qu'ils vont trouver la formation pratique intéressante, mais peut-être pas, peut-être ennuyante sur 14 modules, ils vont peut-être trouver ça un peu long. Il y a certains éléments qui vont aller chercher qui est nouveau, mais que la majorité des trucs qu'on va montrer, peut-être, malgré son côté très pratico-pratique, c'est déjà connu, c'est déjà processé. Pour faire un jeu de mots. Par contre, au niveau laboratoire, c'est vraiment, on s'adresse aux gens qui, même si on déjà travaillé avec des bioréacteurs, mais qui ont encore de la misère, tu sais, des fois, partir une fermentation sans anicroche, c'est pas encore évident. Ben ça s'adresse à eux aussi. Mais les gens que ça fait 10 ans qu'ils travaillent avec des bioréacteurs, je pense pas que je vais leur apprendre de quoi beaucoup de nouveau. Peut-être quelques items, mais de là à dire qu'ils veulent passer 3 jours à Shawinigan, peut-être qu'ils vont trouver ça un peu long. Alors, c'est sûr que si on parle d'étudiants gradués qui songent, par exemple, à partir une start-up, un spin-off, ben ça pourrait être vachement intéressant. Puis les compagnies dans le domaine des fermentations qui commencent ou qui sont à l'étape au premier balbutiement, c'est à eux qu'on s'adressait au départ. Maintenant, on est conscient que d'autres compagnies, d'autres entreprises, d'autres centres de recherche sont rendus un peu plus loin. Donc, il y aurait des besoins, comme je disais tantôt, plus à la mise à l'échelle pilote
et éventuellement le downstream. On y a songé, on pense monter de quoi là-dessus. On pense même peut-être dès l'automne prochain commencer à travailler activement pour offrir de quoi peut-être l'hiver prochain. Mais on voulait à tout le monde au départ s'adresser à cette clientèle-là. Puis on s'était dit, ben, via le Cribic, c'était une bonne façon, dans le côté francophone, d'aller rejoindre, pardon, mon virus qui revient, donc d'aller rejoindre le monde pour les entreprises qui seraient intéressées à pousser un petit peu plus loin. Puis Denis, puis moi, la formation théorique, il y a des trucs qu'on va vous montrer que, bon, c'est des trucs probablement que vous n'avez jamais vécu, mais qui pourraient arriver, genre, vous faites de la culture de sport pour une compagnie, puis là, tu penses que tu as bien stérilisé ton réacteur, puis tu as des sports qui contaminent à peu près tout ton équipement. Donc, d'où ça vient, comment on a résolu le problème. Tu sais, c'est des troubleshoots comme ça. Je pense que ça, à ce niveau-là, on aurait des trucs intéressants à vous montrer. Mais évidemment, c'est pas toute la formation sur 14 modules qui va être axée là-dessus, mais on espère. Là, je suis très long dans mon explication. Jean-Michel, j'espère que j'ai répondu en partie à ta question. Non, non, c'est très bien. Puis Ouais. je suis aussi content d'entendre que peut-être éventuellement vous songez à aller un petit peu plus en profondeur sur d'autres aspects, peut-être de mise à l'échelle, qui est quand même quelque chose que encore moins de gens ont vécu aussi, là. Donc, au niveau expérience, ça pourrait être intéressant peut-être aussi d'approfondir certains aspects là, dans les années qui suivent. Mais donc, ce que je comprends, c'est que là, la première formation cette année, ça va s'adresser à des gens qui sont un peu moins familiers avec ça. Je suis persuadé que j'aurai plein de choses à apprendre aussi, là. Donc, mais il y a aussi des gens, nous, l'équipe s'agrandit, donc peut-être des nouveaux employés. On va sûrement réfléchir à peut-être à voir si ce serait possible aussi de suivre cette formation. Mais merci, ça répond très bien. Absolument. Puis juste pour compléter, Jean-Michel, je vais donner un exemple. À Concordia, ils ont des équipements, ils ont quelqu'un qui va s'occuper d'accueillir les gens pour faire la mise à l'échelle de leur procédé. Mais il me disait, le responsable me disait, moi, si tu peux leur montrer la base, puis qu'après ça, moi, quand j'arrive avec le jargon, ils sont familiers, et là, on va gagner du temps. Fait que c'est un peu ça aussi. Fait que si tu as du staff qui arrive. Déjà là qu'on peut leur montrer lorsqu'ils vont arriver après ça en compagnie, ils vont être capables en tout cas, ils vont reconnaître le jargon et tout le monde, ils vont probablement être beaucoup plus efficients rapidement parce que là, ils vont avoir eu les deux mains dedans pendant 3 jours de temps en ligne, là. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi, effectivement. Super, merci. Puis j'ajouterais que on part de la base, là, mais il y a quand même des modules spécifiquement sur la mise à l'échelle, sur les calculs de rendement, sur l'accompagnement au niveau des normes. Fait que, tu sais, ça, c'est des Ouais. choses que même quand tu es quelqu'un de la fermentation qui est rendu ou qui est arrivé ou qui a une bonne expertise, c'est quand même des choses qui sont vachement intéressantes à revoir ou à approfondir. Puis ça fait partie quand même du contenu de la formation théorique, là. En fait, la formation, c'est vraiment un guide. On va guider les gens qui ne connaissent pas ça beaucoup à mieux penser leurs expériences puis à sauver du temps et de l'argent. Est-ce que vous avez d'autres questions, soit au niveau les inscriptions, le contenu du module plus détaillé ou sur les besoins de formation que vous auriez? Éventuellement, parce qu'on est intéressé aussi à entendre vos besoins, parce que éventuellement, s'il y a suffisamment de gens qui ont des besoins similaires, on est ouvert à monter éventuellement d'autres types de modules, d'autres types de formations basés sur notre expérience. C'est le temps de vous exprimer et on est tout oui. Donc, visiblement, je pense qu'on a répondu à pas mal toutes vos Ouais. questions. Ce que je vais faire, je vais mettre dans le chat mes deux documents que je vous ai présentés ce matin. Je vais juste aller faire ça. Vous allez pouvoir l'avoir dans quelques secondes. Je veux le temps que je vais aller chercher. Donc, vous pourrez vous en servir. Ici, on a une question. Ben, attendez un petit peu, je mets ça sur pause. Le contrôle de l'oxygène sera traité dans la formation? Oui, il va être traité Oui. dans la formation. On a un module, il y a une partie dans le module 2, mais on a aussi dans les modules sur les bioréacteurs. Puis justement, en pratique, c'est un des troubleshoots qu'on va travailler ensemble, le contrôle de l'oxygène avec une souche très, très respirante qui mousse beaucoup. Alors, quelles sont les stratégies que nous, on a adoptées pour maximiser la croissance tout en respectant sa forte demande? Fait que oui, et autant en théorie qu'en laboratoire, Barbara, on va effectivement aborder
On va parler aussi du fameux Kaela, sans nécessairement aller dans les détails techniques, là, mais on va parler du Kaela, puis on va parler aussi des techniques que nous, on utilise, soit autant en théorie qu'en pratique, pour ajouter l'oxygène dissous. Donc, je continue mon message. Je vais aller chercher ça. Oups, j'ai un petit problème. Il ne veut pas y aller. Bon, j'ai un petit problème. J'ai un problème de connexion. Bon, je ne peux pas vous mettre malheureusement des documents pour l'instant, mais ce que je vais faire, je vais demander au Cribic, qui a toutes vos adresses courriels, qui vous avez envoyé les invitations, de vous envoyer les 2 documents dès la semaine prochaine. Maggie, qui est la responsable des communications, je vais lui demander qu'elle vous retourne par l'adresse qu'elle a utilisée pour vous rentrer en contact avec vous. Sinon, vous pouvez communiquer avec moi pour que je vous l'envoie personnellement. Alors, si vous voulez prendre en note mon adresse courriel, je la mets dans le chat. Ça devrait marcher par contre. Voilà, c'est mon adresse courriel. Alors, si vous voulez Il y a une autre un question qui envoi est. personnalisé, vous me l'envoyez, puis je vais vous envoyer les deux modules. Louis, Oui. il reste une autre. Il reste Oui, une oui, autre. j'ai vu, je l'ai OK. vu, je vais la lire. Alors, Myriam nous pose la question, est-ce que les modules parlent principalement de la production de métabolites ou la culture mixte de micro-organismes pour récupérer des bactéries sera abordée? Euh, Juste que je clarifie ta question. Tu veux dire qu'elle parle principalement de la production de métabolites? Oui, mais ça peut être aussi des micro-organismes. La culture mixte, on va en parler un petit peu. C'est pas ce qui est Ouais. le plus fréquent dans l'industrie, mais on va en parler un petit peu. Ouais. Mais comment les récupérer? Oui, on a un module sur la récupération primaire qu'on va parler, mais c'est sûr que ça reste sommaire. C'est pas si on s'attend, mettons, à une explication détaillée comment fonctionne la filtration membranaire en downstream avec les bilans de masse, tout ça pour récupérer le produit, tout ça. On ne sera pas aussi détaillé que ça. On va expliquer un peu les types de membranes, puis leurs fonctions, leur mode de fonctionnement, mais je pense à un module plus détaillé éventuellement pour parler plus en détail de la façon de récupérer les métabolites dans le cadre d'une autre formation qu'on donnera un peu plus tard l'année prochaine. Mais oui, on va l'aborder de façon sommaire pour répondre à ta question. Et puis, oh là là, j'ai de la misère à lire le nom, mais je vais lire quand même le message. Je serai absente dans la première semaine de septembre. Donc, est-ce que vous pouvez commencer la formation dans la semaine du 9? Il y a une question d'horaire par rapport à nos disponibilités, on va aussi à d'autres occupations. Donc, je ne pourrais pas vous le confirmer. Ça va peut-être être plus difficile. On n'a pas encore statué les dates officielles. Je le prends en note, mais c'est qu'il faut aussi tenir compte de moi aussi que j'ai une tâche de professeur puis de chercheur. Donc, de bloquer les semaines en particulier, c'est fait depuis quelques semaines déjà. Mais c'est pas encore coulé dans le béton, mais au pire, si, mettons, la première semaine, vous ne pouvez pas, on pourra vous fournir l'enregistrement de la première séance pour pouvoir nous rattraper par la suite la semaine suivante si on ne peut pas malheureusement acquiescer à votre demande pour le démarrer le 9 septembre. Est-ce que ça répond à votre question? J'espère que oui. Parfait. Est-ce que les notifications des futures formations dont vous parlerez nous seront acheminées par courriel? Ben oui, ou on va peut-être encore passer par le Cribic, comme on a fait sur LinkedIn puis dans le Cribic. Mais sachant que maintenant qu'on a une liste de courriels, il est fort probable que oui, on va tout reprendre la liste de courriels qu'on a eus, puis on va vous retourner pour vous rejoindre beaucoup plus rapidement. Fait que fort probablement, c'est ce qu'on va faire, mais on va également l'afficher encore sur le bulletin du Cribic, sur le site du Cribic du Sénat et dans LinkedIn. Mais oui, maintenant qu'on a toutes vos adresses courriels, ça va faciliter la tâche. On va probablement vous les envoyer à tout le moins peut-être organiser un autre webinaire pour vous expliquer le contenu. On pourrait procéder exactement de la même façon, ce qui serait d'après moi une bonne idée. Puis ça vous permettra de poser des questions à ce moment-là.
Puis même peut-être consulter aussi les gens qui vont suivre la formation, la première formation sur les besoins précis. Comme Myriam, si vous avez des besoins précis, peut-être nous les acheminer parce qu'on va en tenir compte dès la réflexion de la prochaine formation. S'assurer d'intégrer les éléments de connaissance que vous avez besoin, là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou vous pouvez aussi lever la main? Si vous êtes trop gêné, vous pouvez aller dans le chat. Ça reste anonyme un peu plus. Vous êtes comme mes étudiants pendant la pandémie. J'en ai quelques-uns que je vois, mais les autres sont... Donc, vous n'avez pas d'autres questions? Ben, la suite des choses, ça va être bon. Ben, la première étape, la semaine prochaine, je vais demander au Québec de vous faire parvenir les 2 documents PDF qu'on vous a présentés aujourd'hui, moi et Denis, qui sont un résumé des formations. Par la suite, nous allons établir statut sur les dates et le coût final. Nous allons donc vous envoyer en détail les dates d'inscription, les dates où on va offrir les moments où on va offrir la formation théorique et les formations pratiques. Puis après ça, ben, vous allez avoir jusqu'au 31 juillet pour procéder à l'inscription. Je pense qu'il est suffisamment long pour vous permettre de planifier votre horaire d'automne. Et par la suite, on expliquera en même temps la procédure pour le paiement à ce moment-là, là, dans les détails, lorsqu'on vous enverra ça par le CRIBIC. Puis en tout temps, si vous avez des questions, ben là, vous avez mon adresse courriel. Si je ne peux pas répondre, je vais la référer à Nicolas, mais vous pouvez m'écrire, puis j'essaierai de répondre du mieux que je peux, ou j'essaierai de trouver une réponse dans les délais raisonnables pour vous aider dans votre réflexion. Est-ce que ça va comme ça pour tout le monde? Oui. Bon, ben, je vous remercie beaucoup d'être venus ce matin aussi nombreux. On apprécie vraiment, moi puis Denis. On a travaillé fort, puis on est content de voir que ça suscite de l'intérêt. En espérant qu'on ait autant de succès au niveau des inscriptions. On verra, mais au moins, je suis content que vous soyez venus participer à ce webinaire. Puis comme je vous dis, si à un moment donné, vous avez des besoins spécifiques, si vous êtes plusieurs personnes à avoir ces mêmes besoins spécifiques-là, ben, il n'est pas dit qu'on ne pourrait pas travailler sur une formation plus ciblée. Mais il faudra quand même qu'on ait un certain nombre significatif de personnes qui ont les mêmes besoins. Mais tant que vous ne nous le dites pas, on ne peut pas le deviner. Donc, c'est sûr que ne vous gênez pas de communiquer et d'entrer en contact avec moi. Puis, on verra ce qu'on peut faire. Sinon, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Puis, comme je vous dis, restez à l'affût de vos courriels via le Québec. On vous envoie des infos bientôt. Puis, merci beaucoup pour les remerciements. C'est très apprécié. Bonne fin de journée à tout le monde. Ouais. De ma part aussi. Bon. Merci à tous. Merci, Bye. Louis. Mm. Merci, Denis. Bonne journée.